Bonjour et bienvenue sur Future of Work, l'émission qui met en lumière des dirigeants inspirants. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Alexis Delem, fondateur de la marque Avril Cosmétiques Bio. Bonjour Alexis. Bonjour Julienne. Comment est-ce que tu vas ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Écoute, je vais très bien et je suis ravie de t'accueillir sur le plateau. On va parler d'Avril et de tout ce que tu entreprends depuis 2012, si je ne dis pas de bêtises, mais tu n'as pas fait que ça. Donc, qu'est-ce que tu faisais avant de créer Avril ? Alors, avant de créer Avril, je travaillais chez Auchan. Donc, j'ai passé 17 ans chez Auchan où j'ai fait des choses assez différentes. Dans les dernières années, j'étais responsable de tout le pôle produits cosmétiques, produits d'entretien pour la maison, parapharmacie, etc. Et comme je suis assez écolo, ça me chagrinait de voir que les produits bio en cosmétique se vendaient très peu. Voilà, et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se vende mieux ? Et en fait, ce dont je me suis aperçu, c'est que beaucoup de gens disaient, moi, j'aimerais bien utiliser des produits bio, mais c'est trop cher pour moi, donc je suis obligé de continuer à utiliser des produits conventionnels. Voilà, et en fait, ce que j'ai observé aussi quand j'étais à ce poste, c'est que les produits cosmétiques en général sont assez chers parce que le modèle économique de la plupart des marques, c'est je suis une marque, je dépense beaucoup d'argent pour mon marketing, ma communication, ma publicité, et donc pour financer tout ça, je suis obligé de vendre mes produits relativement chers. Et du coup, je me suis dit, si on change de modèle, on pourrait proposer des produits bio qui coûtent bien sûr un peu plus cher à fabriquer parce que les ingrédients sont naturels, à un prix pour autant qui serait beaucoup plus abordable parce qu'on ferait des économies importantes sur ces postes de coûts que sont le marketing, la communication, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai quitté Auchan pour créer Avril en 2012 avec cette volonté de rendre le bio abordable pour tout le monde grâce à un modèle économique un peu disruptif sur le marché de la cosmétique. Mais on ne quitte pas un poste salarié, en plus dans une grande enseigne de la grande distribution, pour devenir entrepreneur comme ça du jour au lendemain. Quelles ont été les étapes que tu as franchies pour justement faire ce saut ? Oui, alors c'est une bonne question. En fait, si on remonte un peu plus en avant, quand j'étais encore étudiant, dans la dernière année de mes études, j'avais déjà créé une première entreprise. D'accord, tu étais déjà entrepreneur dans l'âme. Oui, tout à fait. En fait, j'aime bien la liberté de pouvoir décider selon mes convictions. Et j'avais créé une entreprise en textile de maison. Enfin, c'était un peu une histoire familiale. Et je n'ai pas réussi à développer cette entreprise suffisamment. J'ai quand même essayé pendant 4 ou 5 ans. Oui. Et au bout de ce délai, comme je n'arrivais toujours pas à développer la boîte, j'ai arrêté. C'est là que je suis entré chez Auchan, où j'ai fait beaucoup de choses assez différentes. Et puis, bien sûr, pendant ma carrière chez Auchan, j'ai appris aussi énormément de choses sur le commerce, sur les produits, sur le marketing. Voilà, j'ai bien connu évidemment le marché de la cosmétique puisque c'était ma responsabilité dans les dernières années. Voilà, donc tout ce parcours m'a appris beaucoup de choses et a évidemment facilité la création et le développement d'Avril. Et comment tu en es venu alors à te dire je vais être moi pourvoyeur de solutions par rapport aux problématiques que je constate, et comment tu t'y es pris du coup, parce que j'imagine que ce n'est pas inné de pouvoir se lancer dans la fabrication de cosmétiques. Oui. Il y a tout un pan de domaine métier que l'on ne maîtrise peut-être pas quand on est côté distribution. Donc, comment est-ce que tu t'es intéressé à tout cela, à toute cette chaîne de valeur, et pour la mettre en musique ? Alors, il y a deux choses. Sur le dernier aspect que tu cites, c'est-à-dire comment fabriquer des produits. En fait, nous, chez Avril, on sous-traite la production. C'est-à-dire qu'on n'a pas une usine qui fabrique aussi bien des mascaras que des savons ou des crèmes ou des dentifrices. Parce que ça, ce n'est pas possible. C'est des outils industriels différents. Donc, on a besoin d'avoir beaucoup de sous-traitants, et c'est le cas, qui sont chacun spécialisés dans un type de domaine. Donc ça, c'est quelque chose que je savais faire, puisque chez Auchan, j'avais déjà mis ça en œuvre pour notamment les produits à marque Auchan.
Après, sur l'autre partie de ta question qui est comment on fait pour mettre en œuvre une solution meilleure pour l'environnement, ça effectivement c'est un défi, mais en fait moi j'ai un esprit assez pragmatique et assez concret, assez terre à terre. Et je peux te donner un petit exemple. Quand j'étais chez Auchan, j'étais très énervé de voir que les marques de dentifrice vendaient leurs produits dans un étui en carton, en plus du tube, alors que cet étui en carton ne sert à rien pour les utilisateurs. Quand tu arrives chez toi, tu déballes ton dentifrice, tu jettes l'étui à la poubelle. Donc produire un objet, cet étui carton, dont la destination, dont la fonction pour l'utilisateur est de terminer dans la poubelle, ça n'a aucun sens. Donc j'aurais toujours demandé, tous les ans, chaque fois que j'ai rencontré, donc Colgate, Unilever pour leur marque Signal, Procter & Gamble pour leur marque Oral-B, de supprimer cet étui carton. Ils ne l'ont jamais fait. Et donc, évidemment, moi, quand j'ai créé Avril, j'ai supprimé tous les emballages qui étaient faciles comme ça à supprimer. Par exemple, nos crèmes de soins, elles sont dans un tube, mais il n'y a pas en plus un suremballage, une boîte en carton qui sert juste à faire joli sur une étagère. Donc voilà, donc ça, c'était un axe assez facile à faire. Et l'autre axe, c'est le bio. Parce que, en fait, les produits cosmétiques bio, alors c'est vrai évidemment pour l'alimentaire aussi, nécessitent des ingrédients d'origine naturelle. Et toutes les plantes qui sont dans les formules doivent être issues de l'agriculture bio. Et choisir cet axe, c'est avoir un impact direct et très fort sur l'empreinte environnementale des produits. Voilà, donc j'ai choisi dès le début ces deux axes, le moins d'emballage possible et des produits bio. Et ça a permis voilà, immédiatement à Avril d'avoir un impact très raisonnable, sur lequel on continue à travailler tous les jours. Hein, bien sûr, on continue à réduire nos emballages, on continue à retravailler nos formules pour qu'elles soient les plus vertueuses possibles. Mais dès le début, on avait déjà ces deux bonnes bases. Et tu as, dès le début, pensé à Avril comme étant avec tes propres magasins ou au contraire, tu as eu plusieurs étapes avant d'arriver à ce qui existe aujourd'hui, des magasins en propre? Oui, alors ça c'est aussi une très bonne question parce que à l'origine, figure-toi que j'ai eu l'idée d'Avril et j'ai même déposé la marque Avril en 2005. Oui. Alors que je n'ai lancé l'entreprise qu'en 2012. Et au début, en 2005, donc je m'étais dit, bah oui, il faut créer une chaîne de magasins pour diffuser les produits de la marque. Et comme investir dans des boutiques, c'est assez cher et que je n'avais pas ces moyens-là, j'ai essayé de trouver des partenaires pour m'accompagner dans ce projet, pour investir majoritairement, moi j'aurais été minoritaire, dans ce projet. Et je n'ai pas trouvé. Et donc j'ai abandonné l'idée. Et je suis resté chez Auchan où j'étais par ailleurs très heureux de mon métier, de mes collègues avec qui je m'entendais très bien, etc. Et puis quelques années après, en 2011, j'ai réfléchi au projet parce qu'il me tenait à cœur. Je me disais, c'est quand même bête de ne pas être allé au bout de ce sujet qui correspond à mes valeurs, à ce que j'ai envie de faire, à mon esprit d'entreprise. Et en rediscutant comme ça avec des amis, l'un d'entre eux m'a dit « Mais pourquoi tu veux ouvrir des boutiques? Ça coûte très cher. Il suffit d'ouvrir un site internet, tu vas toucher la France entière et l'investissement sera beaucoup moins important. » Et donc, il m'a convaincu tout de suite. Je dis « Bah oui, tu as raison. » Et du coup, je vais pouvoir créer mon entreprise avec besoin de beaucoup moins de moyens que ce que j'avais imaginé grâce à cette distribution en ligne. Et voilà, donc c'est comme ça que la solution a un peu émergé grâce à ces discussions. Et puis au début, du coup, en 2012, on avait deux canaux de distribution qui étaient le site internet et aussi la vente à des revendeurs. Parce qu'un autre ami m'a dit « Mais pourquoi tu veux te limiter à la vente en ligne? Tu peux aussi vendre à des pharmacies, à des magasins bio, à des sites internet de cosmétiques bio. » Et tout de suite, il m'a convaincu aussi. Il m'a dit je lui ai dit « Oui, c'est vrai, tu as raison, on ne va pas limiter notre chiffre d'affaires, autant se développer le plus vite possible. » Et donc, on a démarré aussi avec ce deuxième canal. J'ai essayé de trouver des revendeurs, donc pharmacie, magasin bio, etc. Voilà. Et c'est seulement après
alors on parlera peut-être des débuts qui étaient un peu difficiles, mais quand la marque a commencé à être bien installée, à se développer, à avoir des clients, et puis aussi une rentabilité qui a permis d'investir, qu'on a ouvert notre première boutique à Lille en 2016, fin 2016, donc 4 ans et demi plus tard. Voilà, il a fallu pendant toute cette période du démarrage consolider les bases et puis avoir une assise financière un peu plus forte pour pouvoir investir dans ce qui effectivement est assez coûteux, un réseau de magasins. Et donc Avril, aujourd'hui, c'est combien de magasins? Alors aujourd'hui, on a 62 boutiques. D'accord, répartis sur toute la France? Oui, dans toute la France, un petit peu même à l'étranger. On en a 2 en Belgique, une à Madrid. D'accord, et quelques franchises aussi? Oui, sur les 62, on en a 10 qui sont en franchise. D'accord. Donc au début, ton activité au début, elle a été vraiment sur la partie digitale en ligne, Oui. avec un réseau de distributeurs aussi. Oui. Et depuis 2017, des magasins en propre, dont Lille a été le précurseur. Exactement. Je crois. J'ai eu l'occasion d'entrer dans des magasins Avril et je suis cliente aussi Avril. J'ai été frappée dès la première fois de l'accueil des conseillères, des vendeuses. Alors j'appellerais même vraiment conseillères en boutique parce que c'est extrêmement chaleureux, c'est souriant, on se sent accueilli dans les boutiques Avril. Est-ce que c'est une volonté du coup de ta part d'avoir vraiment ce type de relation client? Oui, absolument. Et ça me fait vraiment plaisir que tu dises ça. Et à chaque fois que quelqu'un me dit, bah tiens, je suis allé dans une de tes boutiques, je lui demande systématiquement comment est-ce que tu as été accueilli. Et l'écho, c'est toujours celui que tu viens de dire, c'est-à-dire un accueil top, chaleureux, basé sur le conseil qu'on peut t'apporter. Et ça me tient vraiment à cœur parce que, en fait, on a voulu construire ça. Et il y a deux choses fondamentales qui permettent cette relation un peu particulière. La première, c'est que quand on a écrit notre vision en 2019, on a écrit un volet sur la relation avec les clients et on a écrit exactement ce que tu décris. On a dit, ça serait génial si on pouvait avoir avec nos clients une relation simple, sincère, basée sur comment on peut leur apporter du bien-être par nos conseils, par nos produits. Et donc, ça me fait plaisir de constater que c'est bien ce que ressentent les clientes et les clients quand elles viennent dans nos boutiques. Et la deuxième chose qui est très importante, qui je crois est assez originale, c'est que l'équipe de vente de nos boutiques, donc les conseillères que tu as rencontrées, n'ont pas d'objectif. Elles n'ont pas d'objectifs commerciaux. Donc je crois qu'on est la seule enseigne du monde à ne pas donner d'objectifs à nos équipes en boutique. Mais pour moi, c'est très important parce que du coup, elles vont t'accueillir non pas pour leur propre intérêt qui serait d'atteindre quelque chose qu'on leur a demandé d'atteindre ou une prime qu'on leur donnerait si elles atteignaient cet objectif, mais pour te rendre service à toi. Donc elles sont centrées sur ton besoin et non pas sur ce qui les satisferait parce qu'elles atteindraient des objectifs. Et ça, je pense que ça change fondamentalement la nature de la relation. Oui, complètement. Et moi, je l'ai vécu en tant que cliente. Et j'imagine que ça découle aussi dans ta vision d'éviter la surconsommation. Oui. Et en ne vendant pas quelque chose qui est inutile à une cliente parce qu'il faut faire du chiffre, mais en étant vraiment juste au plus près du besoin de la cliente avec le conseil personnalisé. Et je crois que d'ailleurs c'est quelque chose qui a été répercuté à d'autres niveaux dans ta politique commerciale chez Avril. Tout à fait. Oui, exactement. En fait, quand on a écrit notre vision, donc je t'ai parlé du volet relation avec les clients, il y avait aussi, quand on a écrit cette vision, un volet environnemental. Et dans les 4 points qu'on a écrits qui nous faisaient rêver, pour l'environnement, il y a promouvoir une consommation juste, c'est-à-dire le contraire de la surconsommation. Et donc, effectivement, quand on ne donne pas d'objectif, c'est aussi pour qu'on ne soit pas incité à vendre à des clientes et des clients des produits dont elles n'auraient pas besoin. Voilà, et ça nous tient aussi à cœur fortement.
Et de là, on a découlé, si je me suis bien renseignée, le fait de ne pas faire de Black Friday, pas Oui, faire de promotion, tout à fait. pas faire de panier avec si vous avez acheté pour Exactement. X euros de produits, vous avez le droit à un autre produit gratuit. Oui. Ça, c'est aussi une volonté qui s'inscrit dans ta vision d'être plus responsable, éco-responsable avec ton entreprise. Oui, tout à fait. En fait, on sait que notre modèle de société aujourd'hui dans laquelle on vit, qui est une société de surconsommation, puisque tout autour de nous nous encourage à consommer le plus possible. On nous dit, si vous voulez être heureux, il faut consommer. On nous fait croire ça. On sait que ce modèle, il nous emmène dans le mur, parce que la planète et ses ressources ne peuvent pas soutenir une consommation effrénée comme celle qu'on vit et qu'on mène en ce moment. Donc, il faut changer de vision de société. Et donc, nous, en tant qu'entreprise, on ne veut pas encourager la surconsommation. C'est pour ça que dans notre vision, on a écrit « on veut promouvoir une consommation juste ». Et effectivement, dans les autres décisions qu'on a prises dans la foulée de l'écriture de cette vision en 2019, c'est on arrête toutes les promos, donc on n'en fait plus du tout. Et c'est vrai qu'avant, on offrait un cadeau pour les commandes de notre site internet qui dépassaient 40 euros, pour inciter les gens à acheter un petit peu plus. Et on s'est dit, c'est doublement absurde par rapport à ce qu'on vient d'écrire, parce que déjà, on les incite à acheter plus que ce qu'ils auraient fait spontanément, donc ce n'est pas OK par rapport à notre vision de la consommation. Et en plus, on leur envoie un objet, un cadeau, qu'ils n'ont pas demandé, et donc on va faire fabriquer quelque chose qu'on envoie à des gens qui ne vont pas s'en servir. Donc ça n'a vraiment aucun sens. Donc on a arrêté ça tout de suite aussi. Donc oui, ça s'inscrit vraiment dans une réflexion globale sur ces sujets qui sont hyper importants. Dans ta vision, il y a effectivement le pilier relation client, le pilier de développement durable, d'éco-responsabilité, mais il y a aussi un pilier management des équipes. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, exactement. Le troisième, on a écrit 3 choses dans notre vision. Et la troisième, effectivement, c'est notre fonctionnement entre nous. Comment on voudrait fonctionner dans l'entreprise. Et on a écrit qu'on voulait que nos collègues soient épanouis, qu'ils aient de l'autonomie, qu'ils puissent décider par eux-mêmes. Et on a écrit que c'est toujours mieux de faire fonctionner l'intelligence collective, parce qu'on prend des meilleures décisions quand on réfléchit à plusieurs que quand on réfléchit tout seul. Et ça, cette écriture qu'on a faite du mode de fonctionnement chez Avril, ça a complètement façonné la façon dont les gens vivent leur métier chez nous. Effectivement, on est organisé en mode libéré. Donc on est une entreprise libérée. Et donc la grande différence par rapport à une organisation classique, dans une équipe, il y a un chef. Oui. Le chef décide des choses et s'assure, contrôle que son équipe applique ses décisions. C'est ça l'organisation pyramidale de toutes les entreprises, de l'administration, de l'armée, de tout. Dans une entreprise libérée, c'est le contraire. C'est-à-dire que chaque personne est décisionnaire. C'est-à-dire qu'elle n'exécute pas des décisions prises par son chef, elle décide par elle-même, sans forcément demander l'autorisation à son chef. Donc des exemples, je peux en donner plein. Je vais juste en donner peut-être un ou deux. Dans mon équipe, il y a une responsable des produits, de l'offre produit, donc qui développe les produits Avril. Quand elle décide de lancer un nouveau produit, elle ne me demande pas si je suis d'accord. Et parfois, je découvre des nouveautés qu'on va bientôt lancer à l'occasion de réunions d'information qu'elle organise, parce qu'elle ne m'a pas demandé au préalable si j'étais OK. Et je m'en réjouis à chaque fois. Parce que ça veut dire qu'elle a compris que c'était elle qui décidait et qu'elle était autonome et libre dans ses décisions. Alors évidemment, ça se fait dans un cadre qui est très clair. Elle sait très bien que les produits Avril doivent être de super qualité, bio, avec le moins d'emballage possible, fabriqués en France, à un prix très abordable, et qu'ils doivent répondre à un vrai besoin des clients, c'est-à-dire qu'ils doivent bien se vendre. On ne va pas lancer des produits qui dorment sur les étagères de nos boutiques. Et donc ce cadre, il est posé. Et tant qu'elle est à l'intérieur de ce cadre, elle n'a pas besoin de me demander si je suis OK. Elle a la liberté complète. Voilà, donc on fonctionne comme ça et ça a plein de vertus. La première vertu, c'est que c'est beaucoup plus motivant pour les salariés parce qu'on préfère
prendre des décisions que d'exécuter des ordres. Tout le monde préfère ça. La deuxième vertu, c'est que ça permet à l'entreprise d'encourager un foisonnement d'idées. Comme tout le monde sait qu'il est décisionnaire, il y a plein d'initiatives qui se prennent, qui vont dans le bon sens pour améliorer nos pratiques environnementales, nos pratiques commerciales, nos pratiques d'organisation, etc. Parce que chacun sait que s'il a une idée, il va pouvoir la mettre en place tout de suite, plutôt que de devoir la soumettre à un comité de validation. Et du coup, ça c'est décourageant et les gens, à force d'attendre qu'on valide leurs idées, n'en proposent plus. Oui. Alors que là, l'idée, elle est mise en œuvre tout de suite. Donc c'est un grand intérêt. Puis le troisième intérêt pour moi, c'est que je ne passe pas mon temps à prendre toutes les décisions dans tous les domaines. Et vraiment, ça ne me fait pas du tout rêver de devoir prendre des décisions tout le temps, surtout. Je suis très heureux d'être dégagé de cette responsabilité de plein de décisions qui sont prises par mes collègues chez Avril. Ça demande beaucoup de confiance envers tes équipes. Quels sont les critères qui sont importants pour toi lors de recrutement justement de salariés Avril? Oui, alors tu as raison, la confiance c'est fondamental. Parce que je ne peux pas dire à mes collègues c'est toi qui décides si je ne leur fais pas confiance. Donc ça évidemment, c'est le prérequis, c'est qu'on ait confiance. Alors, comment on cultive ça? Alors c'est vrai que lors des recrutements, on s'arrange pour embaucher des personnes qui sont compétentes, pour pouvoir leur faire confiance. Et en général, c'est le cas. Alors ça nous arrive de nous tromper, comme tout le monde, mais voilà, on vérifie la compétence. Une autre chose qu'on vérifie également, c'est l'appétence. C'est-à-dire qu'on embauche des gens qui aiment ce qu'ils vont faire. Oui. Et parfois, c'est plus important que la compétence. On sait que quand on a envie de faire quelque chose parce que ça nous plaît, même si on n'a pas la compétence au départ, on va l'acquérir parce que ça nous fait plaisir. Donc ça c'est hyper important. Et puis la troisième chose qu'on vérifie, c'est l'alignement avec nos valeurs. C'est sûr que si la personne, elle partage les convictions de l'entreprise et qu'elle partage la vision qu'on a écrite, vers quoi on veut aller, ça va être plus facile pour qu'elle prenne des décisions qui vont dans le bon sens. Donc voilà, c'est les trois choses qu'on valide pour des embauches. Quels sont tu parlais tout à l'heure d'initiatives. Alors le fait d'avoir un cadre, ça permet à chacun de se dire, voilà mon périmètre, mon terrain de jeu. Oui. Quelles sont les initiatives un peu surprenantes du coup que tu as vu émerger grâce à cette approche managériale? Oui, alors je vais te donner un exemple assez chouette. Nos boutiques de Lille, on a 2 boutiques à Lille, comme notre entrepôt est à 10-12 km de là, on les livre à vélo. Donc, un beau jour, il y a une entreprise de transport à vélo qui m'a contacté. J'ai dit, demain matin, on démarre, parce qu'avant, on les livrait en camionnette diesel, donc ça n'allait pas du tout, mais on n'avait pas d'autre solution. Donc là, on a pris tout de suite cette solution. Comme on les livre à vélo, le cycliste, il peut les livrer dans des caisses qu'il récupère après pour nous les rapporter. Oui. Et du coup, on a des caisses durables qui sont des caisses solides en plastique et ce non pas des cartons qu'on devrait jeter à la poubelle. Un de nos salariés s'est dit, puisque on fait ça pour nos boutiques à Lille, on pourrait aussi faire la même chose pour nos clients revendeurs qui sont dans notre secteur géographique et qui viennent chercher leurs commandes à l'entrepôt. Oui. Puisqu'on en a des pharmacies, par exemple, qui sont dans l'agglomération lilloise et qui viennent à notre entrepôt pour éviter de payer le transport, chercher leurs commandes. Et donc, ce collègue qui est préparateur de commandes dans l'entrepôt, il a dit, faisons pareil pour ces clients professionnels. Ils nous rapporteront la caisse vide quand ils reviendront chercher une autre commande. Et le jour où il m'a parlé de ça, il m'a dit, voilà, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, moi je trouve que c'est une super idée. Mais en fait, il l'avait déjà fait. C'est qu'il m'a demandé mon avis, alors qu'il avait déjà pris la décision. Et en fait, il m'a montré dans l'entrepôt une commande qui attendait qu'un client pro vienne la chercher, qui était déjà emballée dans ces caisses en plastique. Et évidemment, ça me réjouit beaucoup de constater à chaque fois que chez Avril, chacun a compris qu'il était libre de décider et d'agir. Et quels sont les impacts? Tu es entrepreneur, donc derrière, il y a forcément une question aussi business, retour sur investissement, d'avoir mis en place toutes ces actions.
Oui. Et le fait de ne pas avoir, de fixer des objectifs de chiffre d'affaires au niveau des magasins, le fait d'avoir cette conscience éco-responsable, le fait d'avoir de donner cette confiance et d'avoir cette approche libérée de l'entreprise. Quels sont aujourd'hui, du coup, les retours que tu en as et est-ce que c'est porteur ou est-ce que ça peut parfois être un petit peu aussi critique? Oui, alors si tu parles de rentabilité, évidemment, je n'ai pas les outils pour mesurer la différence entre ce mode d'organisation et ce que ce serait si on avait un mode plus dirigiste. Donc je ne peux pas te donner de chiffres, mais en tout cas, ma conviction, c'est que c'est beaucoup mieux comme ça. En fait, il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré, qui décrit beaucoup le fonctionnement des entreprises libérées, qui s'appelle Reinventing Organizations, qui est un livre de Frédéric Laloux. Oui. Et lui, il affirme que les entreprises qui fonctionnent sur ce modèle sont plus rentables que les autres. Donc moi, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça me paraît quand même assez cohérent. Parce que quand on peut prendre des décisions parce qu'on a la liberté de le faire, ça me paraît évident qu'on est plus motivé que si simplement on exécute des ordres. Et donc si on est plus motivé, on va mieux travailler, on va être plus productif, on va avoir des meilleures idées, etc. Donc normalement, ça devrait aboutir à une meilleure rentabilité de l'entreprise. Donc voilà, et après, notre rentabilité, alors est-ce qu'elle serait différente si on avait une autre organisation? Encore une fois, je n'en sais rien, mais notre rentabilité, elle est très bonne. Ouais. Donc voilà, en tout cas, ça ne nous a pas nui d'avoir cette organisation-là. Oui, puis j'imagine qu'il y a moins de turnover, moins d'absentéisme. Oui, tout à fait. Et ça a un impact complètement. Extrêmement important en général sur la rentabilité de l'entreprise. Mais ça, c'est certain. Et moi je le vois vraiment, même pas besoin de le mesurer. Au siège d'Avril, dans nos bureaux, il n'y a quasiment jamais personne qui part, alors que ça arrive pour des projets chouettes de déménagement ou de changement d'entreprise pour une autre entreprise chouette. Donc ça, c'est la vie et c'est très bien. Mais franchement, globalement, les gens sont hyper heureux d'être là. Ouais. Avec tout ce que tu as vécu, que ce soit ta première vie professionnelle en tant que cadre, manager chez Auchan et ta vie d'entrepreneur et tout ce que tu as pu mettre en place, c'est quoi pour toi le futur du travail souhaitable ? Alors, je crois que le futur souhaitable pour le travail, c'est un travail dans lequel les gens, nos collaborateurs, nos collaboratrices se sentent bien. Alors ça peut paraître un peu tarte à la crème de dire il faut du bien-être au travail, mais force est de constater qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas majoritairement dans les entreprises. Moi, je suis assez effaré quand je parle autour de moi, quand j'entends des personnes qui sont salariées de boîtes diverses et variées, de les entendre dire que ça ne va pas très bien dans leur entreprise, d'un point de vue management, d'un point de vue du ressenti des collaborateurs et collaboratrices. Et ça, pour moi, ce n'est pas possible. Enfin, moi, j'ai créé une boîte. Vraiment, ça me peinerait si mes collègues étaient malheureuses dans leur travail, dans mon entreprise. Ça me tient à cœur qu'on se sente bien quand on travaille chez Avril. Enfin, et ce n'est pas si difficile à mettre en œuvre. Enfin, alors évidemment, le fait d'être autonome dans ses décisions, ça joue beaucoup, on vient d'en parler. Le fait qu'on agisse pour quelque chose qui nous dépasse, pour un sens qui va au-delà de juste l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire en ce qui nous concerne réduire l'empreinte environnementale de la cosmétique, ça motive beaucoup les gens et ça rend leurs actions de tous les jours joyeuses parce qu'on sait qu'on contribue à quelque chose qui a du sens et qui est important. Donc le sens, c'est fondamental. Et puis après, il y a le comportement qu'on a les uns avec les autres, enfin, comment on parle à nos collègues. Et j'entends souvent des exemples d'entreprises où les salariés se font parler mal par leur responsable hiérarchique, mais ça me paraît invraisemblable. Enfin, d'où on peut se permettre de ne pas être gentil avec les gens avec qui on travaille. Enfin, ça n'a aucun sens. Voilà, donc pour moi, le futur du travail, c'est un travail dans lequel on aurait de la considération pour les autres, mais ça ne devrait pas être un effort. Enfin, être gentil, c'est normal, quoi. C'est pas, on ne fait pas un effort pour pas être odieux. On est normalement gentil. Voilà, donc il me semble que c'est ça et que c'est facile à faire.
Quel conseil tu donnerais, en dernière question, pour des dirigeants qui ont envie de faire ce switch, alors qu'ils ne l'ont peut-être pas fait comme toi dès le début, même si dès le début tu ne savais pas que c'était un modèle de nommer entreprise libérée, mais par toi-même tu as déjà inculqué certaines approches empreintes de l'entreprise libérée, mais pour faire ce switch vers quelque chose, un management peut-être un peu classique, vers les approches de l'entreprise libérée, quels seraient les conseils que tu pourrais donner? Oui, alors c'est une très bonne question. Tout à l'heure, tu parlais de la confiance. Oui. Et je crois que ça, c'est fondamental. Et en fait, faire confiance à ses collègues, ça passe par une première étape qui peut être assez difficile selon la personnalité du dirigeant, qui est de se débarrasser de son ego, de se débarrasser de l'idée selon laquelle c'est lui qui sait mieux que les autres. Parce que si on croit ça, on ne pourra jamais faire confiance à ses collègues et leur dire c'est toi qui décides. On voudra toujours tout contrôler et décider. Et donc la première étape, c'est de se dire j'ai embauché des gens intelligents, sinon je ne les aurais pas embauchés. Et donc puisqu'ils sont intelligents, je peux leur faire confiance, je peux leur déléguer la décision, je peux les laisser décider sans forcément vouloir tout contrôler et me mêler de tout et décider à leur place. Excuse-moi de te couper, c'est Édouard Pic de l'entreprise Clinitex qui dit comme ça, celui qui sait, c'est celui qui fait. Donc effectivement, c'est celui qui est le mieux à même de prendre certaines décisions. Ah bah oui, complètement. Alors ça, je donnais l'exemple tout à l'heure des produits. Mais pourquoi est-ce que ce serait moi qui devrais décider des produits que lance Avril, alors que mon équipe qui travaille sur le sujet fait de la veille concurrentielle, est au courant des tendances, rencontre nos sous-traitants qui leur expliquent quels sont les produits qu'ils ont développés, chose que moi je ne fais pas ou beaucoup moins, et donc forcément c'est elles qui savent. Et donc Édouard, il a complètement raison, c'est celui qui fait, qui sait. Et donc il faut lui faire confiance à celui qui fait. Donc premier conseil, faire confiance. Oui, et se débarrasser de son ego. Et se débarrasser de son ego. Ouais. Autre chose? Autre conseil? Autre conseil, je ne sais pas s'il y en a d'autres parce que celui-là, il me paraît fondamental. Si, un autre conseil quand même qui est hyper important, parce qu'on parlait du sens tout à l'heure. On disait, il y a plusieurs choses qui sont motivantes pour des salariés, c'est l'autonomie et le sens de ce qu'il fait. Et donc, ça signifie que quand on crée une entreprise, il faut que cette entreprise, elle serve à autre chose qu'à gagner de l'argent. En fait, gagner de l'argent, évidemment, c'est indispensable pour une entreprise, parce que si elle n'est pas rentable, elle n'est pas durable et elle va mourir. Bon, donc il faut gagner de l'argent. Mais ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas une finalité. C'est un moyen pour réaliser quelque chose qui a du sens. C'est comme quand vous mettez du carburant dans une voiture, c'est pas la finalité, c'est pas de mettre du carburant dans une voiture. Vous n'achetez pas une voiture pour avoir le plaisir de faire le plein d'essence. Vous achetez une voiture parce qu'elle va vous permettre de réaliser des projets, d'aller en vacances avec vos enfants, d'aller voir des amis, etc. Et donc c'est ça le sens. Vers quoi l'entreprise veut aller, qu'est-ce qu'elle veut réaliser, c'est ça qui est fondamental. Et les résultats, c'est qu'un moyen pour le faire. Et si ce sens, il est réel, il est sincère et effectivement, il sert le monde, il sert à quelque chose, les salariés vont y adhérer et vont se sentir fiers et impliqués de travailler dans une entreprise de ce type. Donc c'est ça aussi le conseil que je donnerais. Si on crée une entreprise, il faut qu'elle serve à quelque chose. Merci Alexis pour ces partages. Merci beaucoup Julienne. Merci à vous qui nous avez suivis et puis on se donne rendez-vous pour un prochain Future of Work avec un autre dirigeant inspirant. À très bientôt.